Alors, Alizé, t'es né le 22 janvier 90, superbe recrue, parce que je sais de quoi je parle également, je suis de la même année. Ah, on se comprend alors. T'es né dans les Alpes-Maritimes à Nice et tu mesures 1m73. Ton frère, Sébastien, est ton agent, c'est bien ça? Plus maintenant. Il l'a Plus été maintenant. pendant très longtemps, mais maintenant il gère un club de paddle sur Lyon, donc c'est mon copain qui est agent maintenant. Ouais, il l'a été pendant 10 ans, hein, donc c'est quand même pas une grosse erreur. T'as un chat qui s'appelle Lilou. Ouais. Tu dois bien kiffer Murray parce que ton chien s'appelle Andy. Ah non, c'est pas pour Murray, c'était pour Rodic à l'époque, parce que Ah mon ouais, chien il a 15 ans. très bien. Et ton chien est encore vivant, il a 15 ans? Et il est encore vivant, il est en pleine bourre, bon il est sourd, mais il est encore bien fringant, ouais. C'est un quoi? C'est un Jack Russell. Ah ok, très bien. Ouais. Tu as commencé le tennis à 4 ans au TC des Arènes de Simiez à Nice, à force de regarder ton frère jouer, a priori. Et 10 ans après, tu es championne de France, donc en 2004. En 2005, tu es championne d'Europe. Tu dis sur ta fiche WTA que ton coup fort est ton revers, ta surface préférée, la terre. Actuellement, tu es 59e. Tu as été 11e joueuse mondiale en février 2009. Tu as déjà joué 808 matchs sur le circuit pour un ratio positif de 448 victoires et 360 défaites. Tu es la personne qu'on a interviewée jusqu'à ce jour qui a le plus de matchs, donc c'est assez impressionnant. Même moi je suis impressionnée. À 15 ans, tu es 645e et tu es wildcard à Roland. Tu gagnes ton premier tour, puis joues contre Mauresmo au second sur le cours Suzanne Lenglen devant 10 000 personnes. Je m'en souviens bien parce que j'étais secrètement amoureux de toi, figure-toi. Ah, c'est génial. En 2006, tu es top 200. Tu as déjà joué sur les plus grands cours du monde et tu passes ton bac tranquille, comme si de rien n'était, avec 2 ans d'avance. Pas tranquille, hein, Maxime, pas tranquille du tout. C'est-à-dire, Ah, j'ai galéré pour l'avoir mon bac, j'avais pris beaucoup de retard et en plus j'ai dû renoncer à l'US Open Junior pour pouvoir le passer en septembre. Parce que j'étais passée en session de septembre pour pas justement sacrifier Roland Garros. Et je l'ai eu vraiment à l'arrache. Bac S, mais à l'arrache quand même. t'as bien précisé, t'as bien raison. En 2007, tu gagnes Roland Junior et intègres le top 100. Tu termines l'année en faisant 3e tour à l'US en 3-7 contre Jankovic, alors numéro 3 mondial. En 2008, tu fais finale au Master 1000 de Rome. Tu es top 20 à 18 ans. En 2009, tu es 11e mondial, ton meilleur classement à ce jour. Tu as gagné 6 titres. Tu as aussi gagné le Hopman Cup avec Joe Tsonga en 2014, remplacé aujourd'hui par l'ATP Cup. Autre fait d'armes important et plus récent, tu remportes la Fed Cup l'année dernière en 2019 avec Caro Garcia, Kristina Mladenovic, Pauline Parmentier et Julien Benetto sur le banc pour sa première année comme capitaine contre l'Australie, chez eux, dans une finale de feu. Tu as participé à 3 Olympiades. J'ai des frissons rien que d'y penser à la Fed Cup, je m'en parle. Tu as participé à 3 Olympiades, 2008 à Pékin, 2012 à Londres et 2016 au Brésil à Rio. Ton joueur préféré est Rafa Nadal, tu es fan de Muse, je ne sais pas si c'est toujours d'actualité, mais Toujours. voilà. Qu'est-ce qu'on peut ajouter? Qu'est-ce que j'ai oublié de vraiment important, quoi? C'est pas mal, t'as bien bossé tes fiches quand même. C'est Ok. bien, félicitations. Non, ça me fait bizarre quand j'entends mon palmarès, je me dis que j'ai eu une belle carrière. J'ai du mal en fait à me le dire parce qu'on est toujours dans la fuite en avant, on essaie toujours de courir après quelque chose de mieux. Et en fait, quand on arrive à regarder finalement ce que j'ai réussi à accomplir, c'est bien aussi de se dire qu'il y a eu du chemin de fait et qu'il y a des belles choses qui ont été accomplies. Donc ça me fait plaisir que tu m'aies fait un recap comme ça de mes 15 dernières années de tennis, quoi. Ouais, ça c'est incroyable, on a l'impression que tu as eu déjà 10 vies, enfin, c'est assez fou, quoi. Ouais. Et on a que 30 ans, hein. Et ouais, Enfin, moi je les ai en tout cas. Je sais pas toi, mais moi je les ai eus. je suis de novembre, j'ai encore un peu de temps. Ah, Comment du coup t'es arrivé au tennis, que t'as ressenti dès le départ en fait en commençant ce sport? alors ce que j'ai ressenti, ça reste un peu flou, un peu vague parce que j'avais 4 ans quand j'ai commencé à jouer. Ce dont je me souviens précisément, c'était que j'allais très souvent au club de tennis avec ma mère pour accompagner mon frère et que très vite j'ai voulu essayer. Et ce dont je me souviens aussi très clairement, c'est que quand j'avais pas de partenaire d'entraînement, il m'arrivait de passer des heures et des heures et des heures à jouer contre le mur du club. Et je pense que ça a vraiment développé ma capacité à être régulière, à pas faire de fautes, à avoir un bon jeu de jambes. Je sais pas, mais en tout cas, j'en ai passé des heures contre ce mur. Et puis je demandais à tout le monde de jouer avec moi. Mais à l'époque, j'avais vraiment aucune peur, pas d'a priori. Je demandais à des gens de tous les âges, de tous les niveaux de jouer avec moi. Et j'étais devenue la petite mascotte du club et j'adorais ça, quoi, tout simplement. C'est allé hyper vite, tu as eu une progression de dingue.
Est-ce que tu peux nous faire l'évolution de tes classements au niveau du classement français? Waouh, là ça a commencé à dater. Alors il me semble que je vais peut-être me tromper dans les années parce que c'est quand même pas facile de s'en souvenir, mais il me semble que mon premier classement, j'ai dû l'avoir à 10 ans. Ah, je suis même pas sûre. Mais je me souviens que ça avait été un classement intermédiaire, genre 32. Classement intermédiaire 32. Après, j'étais passée directement 15-4. Là, je crois que j'avais peut-être 11 ans. Je sais pas. Après, j'avais fait 15-4-15. 15-2-6. 2-6-2. Et c'est là où, en fait, cette année-là, j'avais 14 ans. 13 ou 14. Et là, j'ai fait un énorme bond. J'ai fait -2 promo. Et là, ça a été vraiment l'année de l'éclosion où j'ai fait quart au Critérium, où j'ai vraiment commencé à gagner beaucoup de matchs. J'ai été championne de France et tout ça. Et là, il y a eu vraiment un cap de passé. Je me suis retrouvée 28e joueuse française. Et après ça, je suis montée première série. Enfin, ça a roulé tout seul, comme dans un rêve, quoi. Énorme. Et du coup, ouais, ce que j'ai pu comprendre en regardant un peu ton palmarès, c'est que tu avais commencé sur le circuit WTA tout en étant junior, tout en étant très jeune. Du coup, tu as un peu mêlé les deux tout le temps de front, c'est ça? Ouais, alors le circuit junior, je l'ai pas vraiment joué à fond. Je sais pas si j'aurais dû ou pas dû, je sais pas vraiment. Je pense que mon parcours a été quand même plutôt pas mal, mais c'est vrai que j'ai joué beaucoup de tournois français quand j'avais, à partir du moment où j'ai eu un bon classement et qu'on a commencé à voyager avec ma mère en tournoi, j'ai fait pas mal de tournois français. Et à 14 ans, quand j'ai été autorisée à faire mes premiers tournois WTA, je me souviens, mon premier 10 000, ça a été à Amiens. J'étais sortie des qualifs, j'avais fait quart de finale, j'avais à peine 14 ans. Du coup, j'avais eu mon premier classement WTA quelques semaines après ce tournoi, puisqu'il fallait 3 tournois WTA pour avoir un classement. Et en fait, quand j'ai commencé à avoir un classement WTA, alors il y a une limite de tournois quand on est jeune. Jusqu'à 18 ans, on peut jouer qu'un certain nombre de tournois WTA. Donc j'étais obligée en fait de mixer avec des tournois juniors, avec des tournois français. Mais le circuit junior, je l'ai jamais vraiment joué à fond. Je sais pas pourquoi, c'était un choix de la part de mon entraîneur. Je jouais les grands chelems, je jouais les grades 1 et les grades A, mais c'est tout quasiment. Et au final, j'ai réussi à accomplir mon plus grand objectif junior, c'était de gagner Roland-Garros. Et voilà, ça a été ma grande fierté de mes années juniors. Et avant même de gagner Roland Junior, donc tu fais ce deuxième tour contre Amélie à Roland, senior du coup. Ouais. Est-ce que tu peux nous raconter comment tu vis le truc? Est-ce que tu te souviens un peu dans les vestiaires comment t'as préparé ce match de dingue? Ouais, je pense que je m'en souviendrai toute ma vie de ce Roland-là. Ça a été vraiment un choc, en fait, de me retrouver dans cette ambiance-là, de gagner mon premier match. Je me souviens, c'était sur le court numéro 7 contre une Russe qui était quand même 60e mondiale à l'époque, donc qui était quand même bien classée. Et ensuite, de me retrouver contre Amélie, c'était magnifique. Et d'un autre côté, moi, j'y croyais vraiment, en fait. J'étais en mode pas Lulu du tout. Je me disais, non, mais moi, Amélie, je peux aller la chercher. J'avais 15 ans. Enfin bon, j'avais un peu la naïveté de mes 15 ans, mais finalement, c'était beau, je trouvais, de pas avoir de limite mentale comme ça. C'est un peu ce qui nous manque par la suite, c'est qu'à chaque fois, on se met des limites, on se dit ça c'est pas trop possible, et ça vient forcément avec le circuit parce que on perd des matchs, on prend des claques dans la tête, et au final on commence à se mettre des pensées un petit peu limitantes. Et là à 15 ans c'était pas du tout le cas. Moi je débarquais, j'avais tout approuvé, et j'ai pris un petit 6-2 6-0 en douceur, mais franchement j'ai fait mon match, j'ai pas été ridicule, j'ai joué, il y a eu des échanges. Bon, Amélie elle était top 5 à l'époque, donc c'était du lourd. Et je suis sortie du cours, j'étais hyper déçue, mais d'un autre côté je me suis dit purée, je vais travailler encore plus dur, et un jour ce sera moi qui serai à la place d'Amélie. Et voilà, ça m'a donné vraiment une grande inspiration de jouer contre une championne comme ça. J'imagine que médiatiquement à ce moment-là t'exploses. À 15 ans, comment tu gères au niveau médiatique? Ouais, le fait qu'on te retrouve dans la rue, le fait qu'on t'arrête, qu'on te félicite, que tout le monde te connaisse, finalement que tu deviennes un peu public, quoi. Ah ouais, carrément. Il y a eu un gros engouement médiatique après ce Roland 2005. Et ce qui s'est passé, en fait, tout simplement, c'est que ma mère s'est dit, tiens, Alizé, il me semble que c'est un petit peu trop pour toi à gérer du haut de tes 15 ans. Tu sais ce qu'on va faire? Après Roland, on va partir 10 jours à la montagne, s'isoler, sans téléphone, sans télé, sans rien du tout. J'ai passé 10 jours dans mon cabanon de Saint-Martin-d'Entraunes, là-haut, dans les Alpes. Et en fait,
quand j'étais revenue de ce séjour à la montagne, ben, tout s'était apaisé forcément parce que c'est un peu ça, hein, les médias, c'est que ça monte très haut mais ça descend aussi vite. Et au final, elle a réussi à me protéger de ça, du fait que presque il y avait peut-être des risques que je me prenne pour une autre ou quoi, j'en sais rien. J'ai plutôt été éduquée avec les pieds sur terre, mais on sait jamais comment on peut réagir à cet âge-là. Et elle s'est dit non, mais on va pas prendre le risque. Là, la tête, elle commence à enfler un peu. Hop, à la montagne, un petit stage. Et au final, je suis revenue, j'ai repris ma vie normale avec mon entraîneur, avec mes parents, et c'est passé comme une lettre à la poste. Elle a été solide. Ma mère, mentalement, elle est très très solide. Lorsque Guga a gagné son premier Roland, la semaine d'après, il était engagé à Bologne sur un challenger. Oh, la vache. Et son coach et son agent lui ont dit, écoute, si tu rentres au Brésil après avoir gagné Roland, tu vas perdre tellement d'influx, tu vas tellement t'éparpiller, va jouer ce challenger. Il a fait le chal, il fait finale, donc il perd en finale. Déjà, il redescend un petit peu. Ouais. Et en plus, il est resté focus finalement sur son tennis. Et une semaine après, pareil, les médias étaient un peu redescendus. C'était un peu la même logique, quoi, tu vois, c'est incroyable. Il a fait finale quand même, parce que moi, si je gagne Roland, je pense que je peux plus jouer au tennis derrière. Je suis tellement partie. C'est là où on voit, j'aime bien les joueurs qui arrivent à garder les pieds sur terre. Et puis, il a eu l'humilité d'aller jouer le tournoi et de le jouer à fond, parce qu'il y a des joueurs qui y seraient allés, qui auraient balancé au bout d'un ou deux tours. On la connaît, l'histoire. Mais voilà, c'est pour ça que Guga, c'était un champion pareil, si humble et si grand, quoi. Ça m'impressionne. Entre guillemets, résumer ta carrière en junior. Est-ce que tu peux donc tu nous as dit que ton meilleur souvenir c'était Roland. Est-ce que tu peux nous le raconter un peu, nous transmettre des images, peut-être une anecdote ou deux que tu as en tête? Roland, c'est marrant parce que j'étais tellement en mission pendant ce tournoi de Roland que j'ai très peu de souvenirs. C'est comme si en fait j'avais été comme un robot toute la semaine. Et finalement, les premiers souvenirs vraiment marquants que j'ai de cette semaine, c'est à partir des demi-finales où je me souviens, j'avais gagné 6-4 au troisième contre une fille qui s'appelait Milevskaya, qu'on n'a jamais plus vue après. Et j'avais joué sur le Suzanne Lenglen et je me souviens, j'avais été malmenée tout le match et j'avais réussi à gagner en jouant petit bras, en étant vraiment très très stressée. Et le public m'avait portée à bout de bras. Et ça m'avait vraiment bien chauffé pour la finale. Et ensuite, en finale, j'avais gagné en 3-7 contre Duque Marino, une Colombienne qui a fait une bonne petite carrière après ça. Et voilà, j'avais perdu le premier set et après, je m'étais ressaisie et putain, j'avais eu un surplus d'agressivité, de détermination et j'avais gagné en 3-7. Et je me souviens, l'émotion sur la balle de match, ça a beau être un tournoi junior, un grand chelem junior, ça procure quand même des émotions de fou, quoi. Et je me souviens, j'avais pleuré et après j'avais levé mon trophée et j'avais vu mon frère pleurer aussi, ma mère et mon entraîneur être super émus. Je m'étais dit non mais ouais, c'est ça que je veux faire de ma vie, c'est donner des émotions aux gens que j'aime à travers le sport. C'est génial, quoi. Et sur les 3 autres tournois du grand chelem en junior, c'était quoi tes meilleurs résultats? Alors, j'ai jamais fait l'US Open Junior parce que ça tombait jamais bien. Je sais pas, une année, j'ai eu le bac. L'année d'après, j'avais arrêté les juniors. Et l'année d'avant, je sais pas, j'étais pas allée. Et j'ai jamais fait Wimbledon Junior non plus. Donc alors ça, Wimbledon Junior, c'est parce que mon entraîneur m'avait toujours dit que je n'arriverais jamais à jouer sur gazon. Du coup, on avait carrément zappé sciemment Wimbledon parce que pour lui, ça servait même à rien que j'y aille parce que j'avais aucune chance de gagner un match. Vive les croyances qu'on me mettait dans la tête, quoi, à cette époque. Ouais, du coup, j'avais fait juste l'Australian Open 2 fois et j'avais fait demi-finale une année contre Pavlyuchenkova qui gagnait tout à l'époque. Et je crois que c'était la même année où je gagne Roland en 2007, il me semble. Non, la question qu'on a derrière, c'est est-ce que tu peux nous raconter ta traversée des futurs et des challengers, parce qu'on a eu essentiellement des hommes sur ce podcast. Chez les femmes, c'est un peu différent, c'est des 10 000, c'est ça? Plus maintenant, ça a changé, non? Je sais même plus. Est-ce que c'est pas 15 000 maintenant le minimum? À l'époque, c'était les 10 000, ouais. C'est un petit peu différent avec toi, c'est que ça allait tellement vite, tout s'est enchaîné tellement rapidement, mais quand même, est-ce que tu peux nous faire un petit flashback sur cette traversée du circuit secondaire, on va l'appeler comme ça, avant d'accéder vraiment aux 100 premières joueuses mondiales? Ouais, moi ça a été vraiment une traversée éclair et d'ailleurs j'ai eu de la chance parce que je sais qu'à partir du moment où on commence à stagner un peu sur ces tournois, c'est vraiment hyper dur de s'en dépêtrer parce que le niveau est quand même très fort, il faut le dire. C'est hyper compétitif, les joueurs ont les crocs comme jamais parce qu'ils ont aussi envie de monter sur le circuit primaire et du coup, moi je suis arrivée à 14 ans, j'ai fait mon premier tournoi, j'ai eu un classement WTA qui a évolué super vite. Et en fait,
quand j'ai eu l'opportunité de faire autant de tournois que je voulais à 18 ans, bah, j'étais déjà top 100. Donc en fait, ouais, ce circuit secondaire, je l'ai vraiment traversé. Je faisais des tournois français, quelques tournois challenger, quelques tournois juniors, et ça s'est un peu fondu dans la masse. Je me souviens avoir j'ai dû faire que 2 ou 3 10 000 à peine dans toute ma vie. Ouais. Sinon, après, je suis passée très vite aux 25 000, 50 000, 100 000. Et puis après, j'ai eu la chance de me faire repérer. Donc, j'avais 2-3 wildcards par-ci, par-là. Et je gagnais les matchs. Et en fait, c'est vrai que j'ai vraiment traversé ça hyper vite. Et j'en suis très heureuse parce que c'est dur. C'est un circuit très dur, très demandeur, que ce soit émotionnellement ou financièrement, parce qu'on gagne pas beaucoup alors qu'on y met autant d'investissement, moral, physique et financier. Et du coup, ouais, j'ai réussi à m'extirper de là très très vite et je me rends compte de la chance que j'ai eue, parce que je pense que cela dit, ça forme ce circuit aussi. Quand on sort de là, après, on se rend compte de la chance qu'on a. Moi, c'était je suis tellement arrivée vite qu'en fait, j'ai presque eu un moment où je me suis dit bon, ben c'est acquis, je suis là. Et en fait, je me dis parfois quand on galère un peu plus, du coup, ben, on profite un peu plus de ce qu'on a quand on est arrivé au sommet. Peut-être que j'ai traversé ça un peu trop facilement. Comme tu cartonnais chez les jeunes et que tu avais explosé très tôt, est-ce que tu sentais un regard particulier dans les vestiaires des nanas sur toi, une sorte de rivalité pas malsaine, mais genre, elle, faut vraiment s'en méfier? Comment tu vivais le truc aussi jeune? Je sais pas, je crois que à cette époque, je calculais pas trop les autres joueuses dans le circuit, surtout que je calculais pas trop les autres joueuses parce qu'à l'époque, personne se calculait dans les vestiaires. C'était vraiment il y a 15 ans en arrière. C'était une mentalité complètement différente. On a fait beaucoup de progrès là-dessus en termes d'état d'esprit. Les joueuses sont quand même plus sympas maintenant, plus ouvertes. Elles discutent plus. Il y a moins cette rivalité omniprésente qui fait qu'on se regarde un peu de travers et qu'on n'ose pas trop se parler. Moi, quand je suis arrivée, c'était complètement dans cette ambiance-là, quoi. C'était pas un bruit dans les vestiaires, pas de joueuses qui se parlent, chacune dans son monde, chacune dans sa mission. Du coup, moi, je suis arrivée là-dedans, je me suis dit, bon, bah, ok, cool, je vais faire mon petit bonhomme de chemin, puis voilà, j'aurai des amis en dehors du tennis, mais je vais pas trop compter sur le fait d'avoir des amis sur le circuit, quoi. Ça a quoi, ça a évolué, ce truc-là? Je sais pas exactement, est-ce que c'est parce que les nouvelles générations sont un petit peu plus sympas? Ça doit commencer dès les juniors, parce que moi, même en junior, j'avais pas trop de copines et tout, donc peut-être que les mentalités ont changé là-dessus, peut-être que les filles ont aussi envie d'avoir une bonne qualité de vie et ont pas seulement envie d'être des machines de guerre à être sur le terrain. Je veux dire, moi, quand je suis arrivée, c'était les périodes un peu, les périodes Sharapova, Zarenka, c'était des machines qui hurlaient sur les cours et qui disaient pas un mot dans les vestiaires. C'était vraiment comme ça. Et je pense que là, les joueuses, elles se disent bon, ben autant qu'on ait une qualité de vie qui soit pas trop mal dans les vestiaires et qu'on ait une ambiance, voilà, saine, quoi. Enfin, je sais pas, c'est l'impression que ça me fait. Après, moi, du coup, j'ai été à cheval sur ces deux générations et je vois vraiment la différence. Après, je me dis, c'est peut-être ma mentalité à moi qui a évolué aussi, où je suis un peu plus ouverte alors qu'au début, j'étais plus timide. Je sais pas. Mais en tout cas, les regards qu'il y avait sur moi à l'époque, j'y ai pas trop fait attention. Ce dont je me souviens, c'est qu'il y avait quand même pas mal de rivalité entre nous et l'ambiance était pas électrique, mais pas hyper bon enfant, quoi, on va dire ça. À quel moment tu sens que tu exploses vraiment, que t'as plus de plafond et que ça y est, tu t'installes vraiment dans les meilleurs? J'ai eu cette sensation-là quand, à partir de ma victoire à Roland-Garros, je pense en 2007, là j'ai eu 1 an et demi de dingue. C'est que comme tu l'as dit tout à l'heure, j'ai fait une fin de saison 2007 qui a été incroyable. Je suis rentrée dans les 50. J'ai fait où j'étais pas loin d'entrer dans les 50. J'ai fait 3e tour à l'US Open après m'être qualifiée. J'avai battu Stosur, Wozniacki et j'avais perdu contre Jankovic. Enfin, c'était un tournoi de dingue. Après, j'avais continué à bien jouer. Et en fait, en moins d'1 an, j'étais rentrée dans les 50 alors que j'étais 200e mondiale. Et l'année d'après, j'ai confirmé l'année de mes 18 ans, en 2008, où en fait, j'ai continué à jouer vraiment libérée, sans complexe, vraiment à donner tout ce que je pouvais donner sur le court. Et je suis rentrée top 20 et après top 15, j'étais déjà top 15 à partir du mois de mai, je crois, après Rome, justement. Et là, je me suis dit, waouh, ah ouais, là, je commence à avoir le niveau pour aller chercher le top 10. J'ai pas été loin, j'étais 11e. mais c'est vrai que je voyais que j'embêtais même les meilleurs. Et à partir de ce moment-là, quand on sait ça,
ça donne une confiance incroyable. Mais bon, voilà, ça a pas duré aussi longtemps que je l'aurais voulu. Et dès l'année d'après, ça a été déjà beaucoup plus compliqué d'assumer ce statut, quoi. Quand tu arrives 11e, logiquement, tu te fixes pas de barrière. Tu devais même pouvoir te dire, je vais devenir numéro 1 mondial, ça se trouve, non? Ouais, mais c'est marrant parce qu'en fait, je me le suis jamais dit ça. Et je pense que c'est une grosse erreur de ma part et de la part de mon entourage. On m'a jamais fait sentir que je pourrais être numéro 1 mondial. En fait, je pense que dans mes objectifs de tennis et de carrière, j'ai jamais été assez ambitieuse. Moi, c'est ce que je ressens. Et autour de moi, je pense que mes entraîneurs de l'époque, ma famille, tout ça, on n'a pas été assez ambitieux non plus. C'est que à partir du moment où je suis rentrée dans les 20, où j'ai failli être dans les 10, on était tous limite surpris de ce qui se passait en fait. C'était pas comme si non mais t'es là où tu dois être, il faut aller chercher encore plus loin, c'est que le début. Tu vois, c'était presque waouh, je suis 11e mondial, mais qu'est-ce qui se passe? Combien de temps ça va durer? Est-ce que je peux garder ce statut? Est-ce que je vais réussir? J'ai l'impression que dans d'autres mentalités, que ce soit de l'Est ou américaine, ils se posent pas ce genre de questions en fait. Ils y vont et the sky is the limit, quoi. Et moi malheureusement, j'avais pas cette culture-là et j'ai toujours été pleine de doutes sur mon niveau, sur ma légitimité, tout ça. Je voyais, en plus j'ai toujours été très lucide sur mon jeu, donc je voyais mes limites, mes faiblesses. Et en fait, au lieu de me dire non, mais je vais compter surtout sur mes forces et puis voilà, je suis arrivée 11e mondiale très vite et je peux aller chercher plus loin. Je me suis plutôt focalisée sur ce qui allait pas en fait et mon état d'esprit négatif a commencé à l'emporter sur tout le reste et au final voilà, je pense que quand on n'a pas une ambition qui est surdéveloppée dans le tennis, on se fait bouffer par celles qui sont derrière parce que la compétition est hyper rude, quoi. Qu'est-ce qui est venu enrayer la machine du coup, bien que tu fasses une carrière honorable mais qui soit quand même un petit peu différente de cette époque-là? Comment s'est passée la suite et l'évolution de ta carrière? En 2008, je fais les Jeux Olympiques de Pékin. Là, je pense que j'ai vraiment pris une claque émotionnelle au JO de Pékin parce que c'était vraiment un de mes rêves de gamine qui se concrétisait et les 2 semaines que j'ai vécues là-bas, je peux pas t'expliquer, mais ça a été les 2 semaines les plus belles de ma vie, quoi. J'étais sur un nuage, et du coup quand il y a eu un avant et un après JO, quoi. Quand je suis sortie de ces JO-là, j'ai eu un coup de blues, quoi. Un coup de blues. En fait, il y avait tellement de choses qui s'étaient passées sur la dernière année. Et je pense que j'avais accumulé tellement d'émotions et cette participation au jeu, c'était un peu la goutte d'eau, quoi, dans le vase émotionnel. Et après ça, j'ai eu une toute petite baisse de motivation. À la fin de l'année 2008, j'ai commencé à avoir une tendinite à l'épaule. Que j'ai mis des mois à enrayer, donc en fait je pouvais pas servir à fond, j'avais hyper mal tout le temps, je prenais des cachetons, des anti-inflammatoires sur chaque match et ça a aussi amplifié un peu cette période un peu de démotivation et je me souviens j'ai commencé j'ai fait 8e de finale à l'Australian Open en 2009. Donc c'est là que j'ai atteint mon meilleur classement, 11e mondial, après ce 8e de finale. J'ai eu 2 balles de match pour aller en quart contre Safina. J'ai perdu ce match et là ça a bien fait péter le truc aussi, c'est que ces 2 balles de match j'ai mis vachement de temps à les digérer. Je sais pas, ça a été dur, quoi. Je sais pas comment expliquer ça. Je pense que tout combiné avec ma blessure, avec cette période un petit peu plus difficile et tout ça, ça m'a un peu fait exploser mentalement. Après j'ai commencé à perdre des matchs que je devais pas perdre. Du coup, j'ai perdu confiance, je me suis mis à poser de plus en plus de questions, et puis là, ça a été un cercle vicieux, c'est que j'ai douté de plus en plus de moi, et on sait comment c'est dans le tennis, hein, c'est tellement mental que, au final, à partir du moment où j'ai moins cru en moi, à partir du moment où je me suis dit que ça avait presque été un hold-up, que je suis arrivée aussi haut, et c'est ce qui s'est passé, c'est ce que j'ai cru. Voilà, à partir de ce moment-là, le classement a un peu plongé, et puis je crois que j'ai fini l'année. J'étais peut-être 50 et puis l'année d'après en 2010 ça a été un peu la cata, quoi. Voilà, j'ai fait que jusqu'à 2010 mais parce que là la carrière est longue, hein, donc c'est dur de tout résumer, mais j'ai eu 2-3 années à cette période-là, j'ai eu 2-3 années vraiment difficiles. J'étais plus du tout heureuse, j'ai failli arrêter le tennis maintes fois, j'étais au plus mal, j'ai fait une sorte de petite dépression et tout ça, donc je ne voyais plus l'intérêt de continuer à jouer. Et puis j'ai fait un choix assez judicieux en 2012, je crois, c'est que je suis montée m'entraîner à Paris avec Georges Goven.
Et là, j'ai réussi à rebondir. Voilà, j'ai été de nouveau bien encadrée, bien conseillée, bien entraînée. J'ai retrouvé mon tennis, j'ai retrouvé ma confiance. Et 2 ans plus tard, je suis remontée dans les 20 quand même. Donc ça, j'en suis fière parce que franchement, si on m'avait dit en 2010, quand j'étais en dépression et que je savais plus pourquoi je jouais au tennis, que j'arriverais 4 ans plus tard à retourner dans les 20, bah voilà, j'en aurais été fière. Donc comme quoi, c'est vraiment qu'une question de comment les pièces du puzzle se mettent en place. Parce que le tennis, il est là, mais après, il y a tellement d'autres paramètres en fait. T'as pas eu besoin de faire un break? J'aurais peut-être dû faire un break, mais j'ai jamais eu entre guillemets le courage de le faire parce que j'ai toujours eu la tête dans le guidon et j'avais peur de ce que serait ma vie sans tennis en fait, tout simplement. Et du coup, j'ai pris une décision qui était pour moi radicale parce que j'avais jamais voulu partir de la Côte d'Azur. Je suis très attachée à mes racines et j'avais jamais voulu partir loin de mes parents, loin de Nice et tout ça. Et là, en fait, vu que mon tennis était en perdition, je me suis dit, j'ai pas le choix, quoi. Je suis obligée de monter. Et en fait, c'est ce choix un peu qui m'a fait sortir de ma zone de confort, qui m'a remobilisée tout simplement. Et puis, je suis tombée sur des gens qui ont vraiment eu une super approche de mon tennis à ce moment-là où j'en avais besoin. Et pas que de mon tennis, aussi de mon attitude, de mon approche mentale. Et voilà, ces gens-là m'ont beaucoup aidé à redresser la barre. Et à partir de ce moment-là, je suis pas remontée près des 10 et tout, mais je suis toujours restée entre 20 et 50, quoi. Enfin, en gros, depuis 2013, je suis entre 20 et 50 ou 60 maximum, et j'arrive à maintenir à ce niveau qui est un petit peu plus proche de la réalité que lorsque j'étais tombée 90e, 100e mondiale, quoi. Après l'épisode de Pékin où tu disais que ça avait été très fort émotionnellement, tu as quand même vécu 2 autres Olympiades, 2012 et 2016. Est-ce que tu as ressenti à nouveau ce petit craquage intérieur ou plus du tout, c'était vraiment, je sais pas, c'était digéré? Comment t'as vécu les autres Olympiades? Ouais, on va dire que j'étais préparée, quoi. Je savais à quoi m'attendre et puis honnêtement les JO de Londres, ils ont pas été si ouf que ça pour le coup. C'était pas très bien organisé. Le Wimbledon était loin du village. Il y avait la moitié de l'équipe qui était au village puisque les gars étaient restés dans des maisons à côté de Wimbledon. Du coup, l'équipe de France était scindée en deux. Il y avait juste Christina et moi au village et les mecs à Wimbledon. Donc il y avait pas vraiment de cohésion d'équipe et tout ça. Et même le village en lui-même, enfin tout était moins bien. Donc du coup, ces JO-là, ils sont passés crème. Par contre, en 2016, ouais, j'ai repris une petite claque, mais une bonne claque cette fois, parce que pareil, j'étais un peu plus mature, 26 ans, un peu plus d'expérience et tout ça. Et là, par contre, j'ai retrouvé vraiment l'atmosphère de Pékin, et c'était exceptionnel. C'était exceptionnel, mais voilà, psychologiquement, j'étais un peu plus ancrée, j'étais un peu plus prête à prendre ça de plein fouet. Et c'est quand même des JO, c'est quand même une expérience qui est juste incroyable, quoi. Et moi, quand j'ai appris le report des Jeux, j'avoue, bon, c'était inévitable, hein, mais ça m'a donné un petit coup. Je me suis dit, ah mince, est-ce que je serai encore là l'année prochaine? Mais là, du coup, j'ai pas le choix. Mais ouais, c'est ce que je voulais te demander. Qu'est-ce que tu ressens quand tu es sur le stade pendant la cérémonie d'ouverture, que tu vois tous ces flashs, ce show et tout? Comment t'es, toi, intérieurement, à ce moment-là, quand tu fais le tour? Ah, je pense que intérieurement, j'ai 5 ans. C'est comme tout le monde. En fait, je pense qu'on est juste une bande de gamins de 5 ans qui sont réunis au milieu du stade et qui regardent les autres athlètes, des athlètes qu'ils ont vus à la télé pendant des années, des légendes, des immenses champions. Tout le monde est là ensemble, représentant son pays avec le porte-drapeau et tout, avec les hymnes nationales qui sont chantés, avec l'allumage de la flamme. Enfin, tout ça, ça fait que c'est un moment hors du temps, quoi. Et tant qu'on le vit pas, on peut pas se rendre compte de l'impact que ça a en fait sur sa vie d'athlète. C'est vraiment une consécration pour moi d'être dans ce stade olympique et d'assister à l'allumage de la flamme des Jeux olympiques auxquels je vais participer. Ouais, c'est quand même de faire partie, d'être acteur en fait de ça. C'est génial. Ça, c'est vraiment quelque chose, moi, qui m'a beaucoup marqué. Est-ce que tu peux nous dire vraiment la manière dont tu as travaillé ton jeu concrètement pour le faire progresser? En fait, ça a vachement dépendu des périodes de ma carrière. J'ai pas eu les mêmes objectifs à toutes les époques, donc ça risque d'être long quand même si j'explique tout. Mais j'ai toujours eu un peu la volonté de rendre mon jeu plus agressif parce que je sais que ça a été un maillon un peu manquant dans mon jeu depuis le début de ma carrière. Moi, j'ai tendance à être une joueuse de contre.
qui est un peu loin derrière sa ligne, et enfin à l'époque qui était un peu loin derrière sa ligne, qui remettait beaucoup de balles, qui faisait pas de fautes, physiquement bien prête, et voilà, une ratonne de terre comme on dit de base. Et en fait, cette image-là, j'ai essayé vraiment de la faire évoluer parce que déjà, à un moment donné, je prenais moins de plaisir à faire ça. D'autre part, mon corps a commencé à s'user à un moment donné parce que quand on fait ça pendant des années, ben forcément, ça s'use. Et puis, j'ai commencé à trouver beaucoup de plaisir à jouer sur des surfaces plus rapides, comme le gazon, le dur. Ça a été, il y a eu un switch même à un moment donné dans ma carrière quand j'ai eu 24-25 ans, j'ai préféré même jouer sur surface rapide que sur terre battue où j'arrivais même plus à trouver mes marques. Et ça pour la bonne raison que Georges Goven, quand je suis montée à Paris, m'a fait changer de prise de coup droit. Donc j'avais 22 ans, ça faisait 18 ans que je jouais avec la même prise. Bon, je pense qu'elle avait un peu tourné au fur et à mesure, mais ça faisait quand même un moment que je jouais avec cette prise très très fermée de terrienne. Et il a pris le pari de me faire changer de prise. Donc à 22 ans, je ne sais pas si tout le monde se rend compte ce que ça implique. C'est qu'on ne sait plus jouer pendant 3 mois. Hein. C'est qu'à chaque fois que je touchais un coup droit, ça partait direct dans le mur. Et au final, il avait pris ce pari-là parce qu'en fait, on voulait vraiment faire évoluer mon jeu d'une manière plus agressive et le rendre plus efficace sur surface rapide. Et avec cette prise très fermée, c'était impossible. Et je me suis accrochée, je me suis battue, on a tenu notre ligne. Et au final, je pense que c'est vraiment ça qui m'a fait évoluer, qui m'a permis de remonter au classement. Et puis là, depuis que je travaille avec ma nouvelle entraîneur depuis 6 mois, là, bon, bah, du coup, là, on est à l'arrêt, mais on a vraiment mis comme objectif de monter un peu plus au filet. Et je suis contente parce que dès les premiers tournois de l'année, cette année à Auckland et en Australie, j'ai vraiment suivi cette ligne de conduite. Et dès que je peux, je monte au filet et je me fais un énorme kiff à chaque fois parce qu'en plus, j'ai plutôt une bonne main au filet, mais c'est juste que je me crée jamais les opportunités pour monter. Et là, maintenant, j'ai envie d'économiser un peu mon corps et de me faire plaisir. Et je pense que la nouvelle Alizée 2.0 après confinement et après reprise du circuit, ce sera celle qui sera un petit peu plus audacieuse et qui ira un peu plus au filet. Et tu as gardé la prise de Georges? Et oui, bah, pas le choix, hein. J'allais pas retourner à... Après, c'est vrai que ça tourne un peu. Le truc, c'est que quand on joue au tennis, tout est en évolution. Les prises changent un peu, les appuis, les trucs. Enfin, si on fait pas gaffe, on reprend très rapidement des mauvaises habitudes. Mais j'ai vraiment toujours fait attention à garder une prise assez ouverte pour pas que ça m'handicape sur surface rapide. Donc ouais, ça a été un tournant dans ma carrière et ça aussi, je suis fière de ce changement parce que franchement, c'était pas facile, quoi. Je faisais des heures de panier où j'arrivais même pas à la mettre dans la limite du cours, quoi. Donc là, il faut une résilience de fou. Est-ce que tu peux nous partager ta pire galère sur un tournoi? Alors, ma pire galère sur un tournoi, oh là là, j'en ai une l'année dernière, là, je crois que j'oublierai jamais. Après avoir fait la finale de Gstaad, pas de Gstaad, de Lausanne l'année dernière contre Fiona. Donc je perds en finale contre Fiona et je prends l'avion le lundi matin pour aller de Lausanne à Palerme où je jouais le tournoi d'après. Bien sûr, entre ces deux villes, il n'y a que des compagnies low cost qui font le trajet. Donc je ne dirai pas laquelle, mais je prends une compagnie low cost qui m'interdit de prendre mes raquettes avec moi dans la cabine. Du coup, je les mets en soute, vraiment le cœur brisé parce que me séparer de mes raquettes, c'est horrible pour moi. Et j'arrive à l'aéroport de Palerme et mon sac n'est pas arrivé. Mon match était prévu le lendemain en night session et en fait, mon sac de tennis n'est pas arrivé à Palerme avant une demi-heure avant le match. Donc en fait, j'ai demandé à toutes mes copines de me donner des raquettes. Donc en fait, il y a Paola Badosa qui m'a prêté une raquette, Alexandra Krunic qui m'a prêté une autre raquette. En fait, j'avais une raquette Wilson et une raquette Babola, même pas dans mon sac de tennis puisque je l'avais pas, mais dans une sorte de sac de plage que j'avais emprunté à je ne sais qui. Et je m'apprêtais à rentrer sur le court avec ces 2 raquettes dans mon sac de plage. Jusqu'à ce que finalement le directeur du tournoi me dise ton sac est arrivé à l'aéroport, on va le chercher et tout. Et j'ai eu mes raquettes une demi-heure avant le match, mais le stress que ça m'a créé, c'était irréel, quoi. Je pensais jamais m'en sortir. Et puis au final, je me suis dit bon je vais me battre. De toute façon, c'est hors de mon contrôle et voilà, ça fait relativiser. Et puis de toute façon, j'avais pas le choix. Pas sur ce match?
J'ai gagné le match. Ce match-là, j'ai gagné en 3-7, mais j'ai perdu au match d'après. Ton plus gros pétage de câble sur un cours? Ah bah mon plus gros pétage de câble, tout le monde le connaît. Hein. Je pense que ça a fait assez le tour de la toile pour que tout le monde soit au courant. Moi-même, j'ai jamais pu visionner cette vidéo parce que ça me fait trop mal au cœur et en fait, j'ai honte, quoi, tout simplement. C'était à Indian Wells en 2000. On est quelle année? Donc c'était 2017, je crois. Non, 2018. Je sais plus exactement, mais c'était l'année où j'ai eu mes problèmes de no-show là, avec le dopage. Donc je crois que c'était 2018. Et j'étais complètement à bout de nerfs pendant cette période. Je savais pas si j'allais être suspendue, si j'allais devoir arrêter ma carrière, s'ils allaient m'enlever mes points, mon argent, enfin qu'est-ce que j'allais devenir. Et c'était chaque match que je jouais, j'étais dans un état mais vraiment de nerfs incroyables. Et là, sur ce match-là, à Indian Wells, j'ai envoyé péter Mika, mon copain, et mon entraîneur qui s'appelait Bastien à l'époque, et je les ai sortis du cours d'une manière hyper violente. J'ai pas besoin de revisionner la vidéo pour savoir ce que j'ai fait, parce que je m'en souviens encore hyper bien. Je me souviens de la colère que j'ai ressentie et de la honte que j'ai eu à faire ça la seconde d'après. Mais bon voilà, quand on fait quand on a ce genre d'attitude, même si on a des circonstances atténuantes, il faut l'assumer et ça m'a servi de leçon. Après ça, je me suis dit que j'allais vraiment mettre en place des choses pour m'aider au niveau mental. Donc c'est après ça que j'ai commencé à faire de la méditation, à me renseigner à droite à gauche sur comment mieux maîtriser mes émotions. Donc finalement, d'une mauvaise expérience, je l'ai transformée en un truc enrichissant et voilà, je vais essayer de me détacher de cette image de moi de Indian Wells parce que ça a quand même arrivé une fois. Après, j'ai eu beaucoup de petits coups de colère et d'accès de colère sur le cours, mais ça n'a jamais atteint ces limites-là. Et voilà, c'était dur à vivre pour tout le monde, mais voilà, le tennis rend fou, hein, je pense que tu le sais mieux que quiconque. Et en toute honnêteté, j'avais vu la vidéo, mais en te posant la question, j'étais plus du tout axé là-dessus, donc je savais plus si tu allais me sortir ça. Ouais, je pense que ça a été s'il fait partie du top 3 de mes pétages de plomb, et comme c'est le plus récent, je vais dire celui-là. Après, j'en ai eu des moments où j'étais plus moi-même sur le cours, mais ça, c'était avant. La blague la plus dingue auquel tu es assisté dans un vestiaire? Est-ce qu'il y a un truc qui te revient? Bon, je pense que tu as compris, dans le vestiaire des filles, c'est pas folichon, hein, mais moi, il y a un truc qui m'avait fait rire. À l'US Open une année, c'est quand les landries des mecs et des filles s'étaient inversées, et qu'en fait, la landry des nanas avait atterri chez les mecs, et qu'en fait, ils avaient sorti tous nos sous-vêtements, et ils les avaient essayés, ils avaient pris des vidéos, et ils nous les avaient envoyés, et j'avais trouvé ça excellent. C'était un peu enfantin, mais en fait c'était plutôt frais et j'avais trouvé ça génial de voir des joueurs avec des petites culottes comme ça en mode mais c'est quoi ça? Et qui les joueurs qui t'avaient envoyé les vidéos? J'avais Nicolas Mahut qui m'avait envoyé une vidéo et un autre pote à moi, je sais pas Roberto mais un autre il nous avait, enfin à moi et d'autres joueuses et il nous avait dit vous auriez pas perdu quelque chose par hasard? Enfin voilà, c'était assez drôle. Mais c'était une blague pas voulue, hein. Pour le coup, c'était juste le tournoi qui avait inversé les sacs de landry, quoi. La joueuse avec laquelle tu te marres le plus sur le circuit? Bon, je pense sans aucun doute, c'est Pauline quand même. Pauline, c'est vraiment c'est ma collègue, quoi. C'est ma compère, mon acolyte. C'est une de mes meilleures potes sur le circuit. Et c'est celle avec qui j'ai le plus de complicité. On se connaît depuis le tout début. On a quasiment commencé notre carrière ensemble. Elle a 4 ans de plus que moi, mais on a vécu notre première sélection de Fed Cup ensemble. On a fait notre bisutage ensemble. On s'est suivi toutes ces années sur le circuit. On a eu des hauts et des bas, mais sur ces dernières années, c'est vraiment la joueuse dont je suis le plus proche. On s'est énormément rapprochés avec la maturité, avec la vieillesse, quoi. Et du coup, non, ouais, en tournoi, c'est vraiment, quand je la vois, c'est mon petit rayon de soleil, quoi. Énorme. Est-ce que tu as des superstitions un peu irrationnelles sur le circuit, des choses que tu n'expliques pas trop? Alors moi, je suis pas trop superstitieuse comme joueuse. Dieu m'en garde parce que ça doit être horrible d'être attaché à des trucs pareils. Déjà qu'on est à moitié fous tous. Si en plus t'as des superstitions par-dessus, bonjour. Par contre, il y a un truc que je fais sur le court qui est vraiment, même moi, je peux pas me l'expliquer, mais on va dire que ça fait partie des petits rituels du joueur de tennis, c'est que je demande ma balle toujours du même côté. Et c'est toujours le même ramasseur de balles qui doit me donner la balle de ce côté-là et de l'autre côté du court, c'est de l'autre côté. Et par exemple, si le ramasseur n'a pas de balle, parce que voilà, les balles sont ailleurs ou quoi, et je peux rester planté devant pendant 1 minute à attendre que la balle soit dans ce coin. Ça ne peut pas être autrement, quoi. Et c'est lequel le coin?
Alors quand je me lève, parce que en fait je le fais tellement automatiquement que quand je réfléchis, c'est pas. Donc quand je me lève de ma chaise et que je vais à gauche, je donne ma serviette là et je demande la balle donc au coin opposé. Par contre quand je me lève de ma chaise et que je vais à droite, là je donne ma serviette de ce côté-là et je demande les balles là. Non mais vraiment c'est voilà, et c'est toujours pareil. Donc il y a le coin pour la serviette et le coin pour les balles. Et ça il faut pas que ça change. C'est sacré, quoi. Ouais, j'ai un petit chien, un petit Jack. Elle me demande la sienne. Attends, ça va prendre 10 secondes. Elle l'a coincé. Ah, t'as un Jack, toi aussi? Ouais. Mais non, j'adore. Elle est totalement passionnée de balles de tennis. Et ça faisait Mon chien aussi, il adore. On l'appelait le chien de la balle tellement il aimait ça. Elle est où? Et il est où, le chien? C'est un petit... croisé, bien évidemment. Oui, c'est un croisé, c'est pas un Jack, un vrai Jack, ça. Enfin, pas un vrai, je veux dire. Ah, c'est génial. Alors, j'imagine que évidemment, tu te connais bien mieux aujourd'hui qu'à tes débuts sur le circuit. Finalement, ton meilleur souvenir en carrière, c'est peut-être la Coupe Davis qui s'est jouée l'année dernière. T'as dit quoi? T'as dit quoi? Oh là, ouais, pardon. Ah là là, ça, chez nous, c'est carton rouge. Ah oui. J'imagine que ton meilleur souvenir en carrière, c'est peut-être la Fed Cup que vous avez remportée en 2019. Peut-être que je me trompe, je sais pas. Est-ce que c'est ça? C'est l'un de mes meilleurs souvenirs. Après, c'est difficile de les mettre de mettre les souvenirs des victoires individuelles avec les victoires par équipe. C'est des émotions vraiment différentes. Donc, mais c'est définitivement, on va dire, l'un de mes top 5 de meilleurs souvenirs, ça c'est sûr. Est-ce que tu peux nous isoler d'ailleurs, du coup, un de tes meilleurs souvenirs, on va peut-être dire le meilleur souvenir en solo, et puis après nous raconter un petit peu de l'intérieur, une anecdote ou deux de la Fed Cup. J'allais dire la double carton, c'est terminé. La provoque. Mon meilleur souvenir de victoire individuelle, c'est quand même dur de la battre. Celle-là, c'est quand j'ai battu Serena à Wimbledon en 2014. C'était en 8e de finale. Non, c'était au 3e tour, donc c'était pour me qualifier pour les 8e de finale. Je l'ai battu en 3-7. Ça avait été un match dantesque où j'avais vraiment hyper bien joué. Et en fait, la petite anecdote entre guillemets de ce match et de ce tournoi, 2 jours avant le début du tournoi de Wimbledon, j'ai perdu ma grand-mère. Elle est morte d'un AVC et entre le 2e et le 3e tour, donc en fait pendant le jour off entre mon 2e et mon 3e tour, j'ai fait l'aller-retour sur Nice pour aller à ses funérailles. Je suis partie, je me souviens, mon match contre Serena, c'était le vendredi. Je suis partie le jeudi matin à 6h du match, j'ai eu mon avion pour Nice et je suis revenue le soir à 20h. Et le lendemain, j'avais mon match contre Serena et là, je l'ai battue sur le court numéro 1. Et enfin, tout était juste irréel en fait, tout. Et il y avait un melting pot d'émotions en fait. Il y avait la tristesse d'avoir perdu ma grand-mère, la fatigue d'avoir fait cet aller-retour à Nice, la surprise, la joie d'avoir battu Serena. En plus, c'était la 2e fois de cette année-là puisque je l'avais battue aussi à Dubaï. Et puis voilà, la fierté de me qualifier pour les 8e de Wimbledon alors que 7-8 ans auparavant, je te rappelle que mon entraîneur me disait que je pourrais jamais gagner un match sur gazon. Donc là, elle a envoyé un texto à la fin du match. Ouais. C'est lui qui m'avait envoyé un texto, ouais. Et c'est vrai que là, j'avais vraiment envie de l'appeler et de lui dire bon, pour une fille qui sait pas jouer sur gazon, je me débrouille quand même pas si mal. Et ça a été fou, ça a été vraiment, vraiment très fort. C'est une semaine incroyable. Donc ça, je le mettrai quand même en numéro 1. Et puis après, évidemment, il y a la victoire à Roland en junior. Et puis, il y a le match lors de mon premier Roland en 2005, là où j'avais battu la fille 60e mondiale quand j'avais 15 ans. Ça, c'est des matchs vraiment référence. Après, c'est sûr que à chaque fois que j'ai gagné un titre, ça a été la balle de match pour gagner un titre. C'est quelque chose d'irremplaçable. Parce qu'en fait, on sait que quand on a gagné cette balle de match, quand on a gagné ce match, il n'y en a plus derrière. On est arrivé au bout, quoi. Parce que même si on est content de gagner dans un tournoi, il y a toujours un match derrière où on peut se prendre une claque et l'aventure peut s'arrêter finalement du jour au lendemain. Là, quand on gagne un titre, c'est l'aboutissement de quelque chose. Et ça, c'est vraiment très fort aussi. Et après, par rapport à la Fed Cup, la Fed Cup, il y aurait tellement de choses à raconter. Je pense qu'on pourrait presque faire un podcast d'1 heure que sur la Fed Cup, quoi. Tellement c'est une aventure humaine de malade. Si j'ai une anecdote à raconter sur la finale en particulier, désolée Caroline, hein, tu m'en voudras pas, mais quand on a gagné, ça me fait encore rire, je n'avais jamais vu Caro dans cet état.
elle était déchaînée. Je ne l'avais jamais vue comme ça. On la regardait avec des yeux. Il y avait de la joie, du soulagement, du lâcher prise, mais comme je l'avais jamais vue lâcher prise. Et c'était fantastique de la voir comme ça, surtout quand on savait d'où on venait en début d'année, qu'elle avait dû se réinsérer dans l'équipe, ça avait été compliqué, tout ça, machin. Et là, on finissait avec le trophée et je la voyais exulter comme ça, mais c'était kiffant, c'était kiffant. Donc ouais, l'anecdote que je dirais, c'est la métamorphose de Caro quand on a gagné la Fed Cup, quoi. Voilà. Vous avez fait une fiesta de Maboule le soir même? On a fait une bonne fiesta, on était tous morts, hein, parce que c'est quand même crevant ces week-ends-là. Mais ouais, on a dansé jusqu'à 3-4 heures du matin. Moi, je bois pas d'alcool, mais je sais qu'il y en a dans l'équipe qui ont un peu abusé sur l'alcool. En plus, Bennett s'est cassé le pied en dansant, donc ça a été l'autre anecdote de la finale, c'est qu'il a dansé, il a pris un mauvais appui, il s'est fracturé le pied pour de bon, hein, il s'est fait opérer et tout. C'est pour ça qu'on le voit arriver à l'Elysée 2 jours après avec les béquilles quand même, hein, pour aller voir le président. Donc ça, c'était fabuleux aussi. Donc voilà, fiesta de dingue, bonne ambiance, euphorie. Enfin, c'est dingue. C'est dingue parce que quand on vient d'un sport individuel comme ça, on n'a pas l'habitude de ces joies partagées en fait et de groupe. Donc ça rend les choses encore plus magiques, je trouve. Avec Pauline, vous avez une discussion à 3 avec Julien, Pauline et toi. Ouais. Où vous demandez qui va jouer le simple d'après. Normalement, tu étais programmé, mais finalement, tu es d'accord. Je crois que tu laisses ta place à Pauline. Comment ça s'est passé mentalement? Ça a été quoi ta prise de décision? Comment tout ça s'est passé? Ouais, c'était un moment fort de la campagne, ça aussi, et assez inédit, je pense, parce que ça n'a pas dû arriver si souvent que ça, que 2 joueuses s'apprécient au point tel qu'elles puissent finalement discuter de leur nomination, enfin de leur sélection. Avec le capitaine d'une manière hyper saine. Moi, ça m'était jamais arrivé en 12 ans de Fed Cup. Et c'était lors de la demi-finale à Rouen contre les Roumaines. Moi, en fait, j'avais plutôt bien joué au début de l'année. Hein, l'année dernière, j'avais fait un très bon début de saison. Mais je m'étais blessée contre Karolina Pliskova à Miami. Je m'étais fait une petite déchirure aux adducteurs. Donc j'avais eu 3 semaines et demie d'arrêt. J'avais repris l'entraînement un peu avant la Fed Cup. Je m'étais bien entraînée pour la Fed Cup. Tout allait bien. Je me disais que je savais que physiquement j'allais être peut-être un petit peu courte pour jouer le week-end. Ça, je l'ai su dès le début de la semaine d'entraînement. Mais c'est vrai qu'après avoir fait des sets d'entraînement et après m'être entraînée, j'avais quand même un bon niveau et franchement physiquement ma jambe elle tenait, donc tous les voyants étaient ouverts. Mais j'avais fait un set d'entraînement avec Pauline, je m'étais entraînée avec elle et je trouvais qu'elle frappait très très bien la balle. En plus c'était sur terre battue intérieure, elle adore cette surface. Et puis au moment où est venu le samedi soir, donc on était à 1 partout. Et là, il y a Julien qui me convoque pour me parler et il me dit bon Alizée, pour demain, Christina jouera pas en simple parce que je vais vraiment la préserver pour le double, donc ce sera Caro qui commencera. Et ensuite, j'hésitais longuement entre Pauline et toi. Et c'est du 51-49 pour toi. Donc je pense que je vais te mettre sur le court. Qu'est-ce que t'en penses? Donc là, je lui dis, qu'est-ce que j'en pense? Et là, je lui dis, mais tu veux pas qu'on appelle Pauline et on en parle tous les 3? Et là, il me regarde comme ça en mode choqué. Il me dit, mais t'es sûre et tout? Je lui dis, bah ouais, je suis sûre. Enfin, ça va, on se connaît, on s'adore. Et puis, on va prendre la meilleure décision pour l'équipe. Putain, on peut le faire, quoi. On n'est pas que des êtres égoïstes qui vont absolument jouer. Il faut vraiment faire le bon choix tactique, quoi. Donc, Pauline se ramène, je pense qu'elle était aussi assez surprise, et là on discute pendant 10 minutes, et moi j'avais toujours un tout petit doute par rapport à mon adducteur, et je me suis dit sur une demi-finale de Fed Cup, il suffit d'un mauvais appui, il suffit de la petite tension supplémentaire, il suffit de tellement de choses, si t'es pas sûr de ton corps à 100%, ça sert à rien de rentrer sur le court. Après, le fait que Bennett m'ait choisi, c'était hyper valorisant et j'avais envie d'y aller, j'avais envie de pas le décevoir, surtout que j'avais gagné contre Mertens en février et j'avais vraiment envie de lui montrer que je pouvais gagner encore une fois. Mais j'ai dit à Pauline, t'as joué tellement bien toute la semaine, t'es en super forme physiquement, tu joues l'acier, franchement, je pense que t'as de plus grandes chances que moi de gagner ce match demain. Donc là, elle me regarde et... Enfin, surprise, quoi. Et Bennett me regarde aussi. Et on se dit, non, mais ouais, c'est ça la meilleure décision. C'est qu'il faut que Pauline joue parce que c'est elle qui a de meilleures chances de gagner. Et ça fait mal à mon ego de le dire, mais c'est ce qu'il faut pour l'équipe. Et ça s'est passé comme ça. Et Pauline a gagné son match. Et on a gagné la demi. Et on a gagné la finale. Et
Et finalement, tout est, ouais. Mais bon, des fois, c'est pas facile quand on a un athlète de sport individuel de mettre son ego dans sa poche pour penser au bien-être de l'équipe. C'est quelque chose de super délicat. Et je suis vraiment, vraiment contente de l'avoir fait parce que je pense que ça a été vraiment un tournant dans cette campagne. Et au final, tu vois, je connaissais bien ma pote parce que je savais qu'elle allait gagner ce match. Et elle l'a fait de belle manière. Et au final, ça a créé des liens encore plus forts. C'est que maintenant, elle et moi, on est unis par un truc qui est encore plus fort que tout, quoi. Donc voilà, c'était une belle histoire. Est-ce qu'il y a un bisutage en Fed Cup comme il peut y avoir chez les hommes du coup? Alors, on le fait plus maintenant, c'est marrant. Il y a un bisutage, effectivement, c'est de faire un discours lors du dîner officiel. Ça, c'est le bisutage qui reste en place. Donc, la dernière qui a fait le bisutage, c'était Fiona. C'était l'année dernière. Et après, il y avait un bisutage un peu plus violent à l'époque. C'était que le dernier arrivant dans l'équipe, on lui retournait sa chambre. Mais je crois qu'ils font pareil en Coupe Davis. Sauf que eux, ils sont encore plus trash, quoi. Mais ouais, on a retourné quelques chambres et je me souviens en particulier de Grégoire Jacques qui avait été sparring pendant la finale à Strasbourg en 2016. Il avait eu quand même son matelas au bout du couloir. On lui avait jeté ses fringues par la fenêtre. On avait écrit au dentifrice sur le miroir. On lui avait mis de la colle ou du miel sous son oreiller. Enfin, ça avait été horrible. Horrible. Et voilà, mais on s'était bien marré. Mais depuis, on a arrêté parce qu'en fait, on trouvait que pour les femmes de ménage qui rangeaient derrière, c'était encore plus irrespectueux. Donc voilà, on a arrêté cette tradition. Ouais, vous aviez été très créative. T'es à combien de sélections et est-ce que tu as ton numéro sur le survêt de l'équipe de France? Bien sûr, j'ai un numéro et d'ailleurs, du coup, mon numéro, c'est le même que celui de Pauline, puisqu'en fait, comme on a été sélectionnés en même temps, on a le même numéro de matricule et je ne veux pas te dire de bêtises, mais je crois que c'est 42, mais je suis pas sûre à 100%, ou 47, ou 42, je crois. Donc, on a été les 42e joueuses à être sélectionnées en équipe de France. Et par contre, pour ta question de nombre de sélections, j'ai aucune idée. Ce que je sais, c'est qu'en 12 ans de Fed Cup, donc ma première sélection c'était en 2008. En 12 ans de Fed Cup, j'ai dû rater, donc 2 à cause du no-show, 1 à cause de... J'ai dû rater 3 rencontres, je pense, pas plus.